Mesdames et messieurs, bienvenue. Face à face, aujourd'hui nous parlons de l'actualité. On va revenir un peu en arrière. Vous avez suivi les jours qui ont... il y a pas longtemps, Madame Mabunda parlait de la dissolution, je veux dire, à peine voilée, de la destitution du président de la République en cas de haute trahison. Et la réplique assez musclée de gens de l'UDPS, je veux dire de cadres de l'UDPS, notamment M. Kazadi, que vous avez suivi dans plusieurs plateaux. M. Kazadi, Peter, a traité les membres du FCC des inconscients et que le professeur Paul Chilumbu, encore de l'UDPS, a pensé que ces gens-là ne respectent pas le président et qu'ils auraient voulu que le président les aligne comme de moutons, c'est le terme qu'il a utilisé, comme de moutons. Et voilà. Alors, donc, derrière ces escalades verbales, on se pose la question, où est la raison? Qui a raison? Maintenant, faisons un débat de droit. Le professeur Mbat a recadré Mme Mabunda en disant que Mme Mabunda se serait retrouvée par hasard au sommet de la pyramide. Alors, vient le tour du professeur Chilumba. Et encore une fois, un cadre de l'UDPS, mais aussi professeur des universités, honorable député provincial. Professeur, bonjour. Bonjour Christian. Alors, M. Chilumbaï, la grande question est que, quelle est votre analyse? C'est vrai, il n'y a pas longtemps, Mme Mabunda venait de parler de cette histoire Bon, il y avait d'abord le président qui a parlé d'une probable destitution de l'Assemblée nationale, dissolution de l'Assemblée nationale. Et tout de suite, Mme Mabunda a trouvé une occasion dans un échange de vœux pour tirer alors à boulet rouge sur le président de la République. Est-ce que vous pensez qu'on exagère, qu'on extrapole? Et je dois rappeler aussi que Lambert Mende, par exemple, Lambert Mende n'est pas d'accord avec Mme Mabunda. Lambert Mende pense que les propos du président étaient des propos modérés et qu'il y avait de la prudence parce que le président aurait utilisé le conditionnel. Quel est votre point de vue? Bon, j'ai le même point de vue que vous. J'ai suivi l'honorable Mende. Il a, dans un français limpide, recadré exactement Janine Mabunda, comme vous dites, par rapport à sa sortie, je crois, inopportune d'hier, après une soirée de gala, dans un contexte où les gens avaient probablement pris un verre. Je n'ai pas compris. Je voulais commencer par là. Vous savez, un président de la République, Mme Mabunda, je l'ai dit, moi c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est une femme érudite, je le dis toujours, parmi les femmes les plus instruites de notre pays. Et c'est pour elle, il semble qu'elle a étudié en France, elle a fait le droit en France. Et peut-être que aussi j'apprendrai qu'elle a fait le droit des affaires. Elle n'a pas eu le temps de s'intéresser au débat de questions publiques, et c'est possible. Mais en France, où Mme Janine a étudié, la personne du chef de l'État est sacrée. Sacrée à bien des titres, non seulement parce que la Constitution fait du chef de l'État ce personnage mythique, ce personnage suprême, l'arbitre de tous les conflits des institutions, mais aussi de par l'histoire. Si Mme Janine a eu l'occasion de suivre un peu les événements du passé, notamment la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis à la France aujourd'hui d'être une puissance permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'était grâce au personnage ou à la personne du général de Gaulle. Et c'est ce qui a expliqué que en colmatant de cette façon-là le régime semi-présidentiel, le régime semi-parlementaire, comme nous le vivons, comme nous l'avons copié de la France, les Français ont voulu donner une place de choix au chef de l'État. Il faut que je vous rappelle aussi que en France, chez les Français, en démocratie, on ne parle pas du chef de l'État devant les micros après avoir pris un verre de bière. Non. Vous n'avez qu'à voir lorsque le fils de Kadhafi a tenu des propos discourtois sur la personne de Nicolas Sarkozy. De l'extrême gauche à l'extrême droite, les Français n'ont pas accepté que ça passe. Parce que le chef de l'État, c'est l'homme qui symbolise la présence, la grande présence française sur la scène internationale. Notre constitution le garantit, je crois, c'est l'article 69. Nous l'avons fait en imitant la constitution française. C'est parce que nous avions voulu donner cette place-là au chef de l'État. Ça, c'est une petite observation, une parenthèse que je devais fermer rapidement en invitant à la prochaine Mme Janine Mabunda. C'est une dame que je respecte beaucoup, a beaucoup plus de responsabilités parce que
elle oublie peut-être qu'elle a parlé comme institution. Elle oublie qu'elle est la présidente de l'Assemblée nationale du pays. Elle laisserait ces débats politiciens sur les bouches de députés étourdis ou peut-être de politiciens. Elle est la patronne de l'institution Parlement, et dans cette hypothèse précise, dans ce contexte précis, elle symbolise la majorité parlementaire. Elle est, je peux dire, en réalité, c'est elle qu'on voit lorsqu'on parle du FCC, aujourd'hui de manière officielle. Elle devrait à la prochaine s'abstenir de choses qui peuvent emporter sa réputation, sa grande réputation par ailleurs. C'était une parenthèse, je disais. Alors, sur la question de la dissolution de l'Assemblée, je mets l'honorable Lambert Mende, qui a parlé un homme éclairé, et comme dans tant d'autres circonstances. Il a évoqué le premier fait de dire que le président de la République est l'arbitre des institutions. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est lorsque l'honorable Lambert Mende précise, il rappelle, entre autres, que le président de la République n'a pas dit qu'il va dissoudre l'Assemblée. Oui. Le président a dit que ça ne lui vient pas, ça n'a jamais traversé son esprit de penser dissoudre l'Assemblée. Et pour cela, les gens n'ont qu'à voir les énormes sacrifices qu'il consent pour éviter cette hypothèse, les efforts pour conscientiser nos partenaires du FCC en l'occurrence pour éviter cette hypothèse. Il a dit qu'il n'a pas envisagé, il ne l'envisage même pas de dissoudre l'Assemblée. Et par contre, il est au regret de constater que de nombreux comportements sont de nature à l'amener un jour à cette décision extrême. C'est tout ce que le président de la République a répété dans ce cas-là. Mais la réplique de nos amis du FCC n'a pas été responsable au plan politique et au plan juridique. Au plan politique, je rappelle ce que Mme Janine a dit, et elle évoque très accidentellement et maladroitement l'article 165 de la Constitution. L'article de la destitution, de la Constitution, de la décision du président de la République. Je dis bien au plan politique, je leur ai déjà rappelé à maintes reprises qu'il est malaisé d'évoquer cette hypothèse-là, parce que l'Assemblée que Mme Janine Mabunda dirige, c'est une Assemblée très fragile de l'intérieur. Il y a des éléments politiques que je ne dois pas rappeler à Mme Janine Mabunda. Si le président Tshisekedi ouvre la porte pour dire aux gens du FCC, venez entrer, ça va se vider là-bas. Un homme responsable et respectueux de sa parole, il a dit qu'il voudrait bien vivre cette cohabitation, collaboration, compétition, voire un peu expérimenter cette démocratie. Le jour que le président de la République dirait, bon écoutez, les gens du FCC, j'ai ouvert la porte, venez vers moi, on fait une majorité, Mme Mabunda ne sera pas sur cette chaise-là. Ça, c'est pour son information. Sur le plan sociologique, j'informe aussi Mme Mabunda que la configuration de cette Assemblée ne lui permet pas, quelles que soient les circonstances, d'obtenir une résolution de mise en accusation du président de la République. Comment ça? Je n'ai pas honte de vous le dire. Ça, j'ai dit sur le plan sociologique qu'il y a à peu près 150 députés dans cette Assemblée-là qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas adopter cette résolution. Comment? Pourquoi? J'ai dit sur le plan sociologique. Comment ils sont kassaïens? Je m'arrête là. Mais même s'ils étaient, sociologiques ou kassaïens, mais vous le savez, c'est des gens qui ont battu. Si elle a réellement bien étudié, elle sait que sur le plan sociologique, c'est une démarche impossible. Donc j'invite Mme Janine et tous ceux qui lui ont demandé de faire cette sortie accidentelle, de réfléchir par deux fois. D'abord, ces gens n'ont pas été élus au nom du FCC, comme vous le dites. Ils ont été élus sur les listes des partis affiliés au FCC, mais dans leur campagne, je dis qu'ils ont été élus parce qu'ils se sont affichés avec le nom de Tshisekedi en campagne. Jeu de preuves, si Mme Janine voudrait bien les avoir, jeu de preuves, des photos, des affiches de tous les candidats de 5 Kassai par exemple, lorsqu'ils sont allés en campagne, ils avaient pour mot d'ordre de ne pas citer le nom de Chadari. Ça, c'est une évidence. C'est pour qu'elle sache que ces députés-là ne sont pas ces députés. Si Tshisekedi était de la culture anarchiste qui est la leur, il aurait
écraser cette histoire-là, il ouvrirait la porte, ils viendraient tous comme ils ont l'habitude de s'aligner là pour entrer. Donc, qu'elle oublie ce propos-là, c'est un propos qui ne va pas l'avantager. Au plan juridique, de nombreuses voix se sont levées. J'ai suivi même, il semble, India Omari, lui aussi a parlé du droit, il a interprété tout ça pour dire que le président de la République, tantôt n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée, tantôt les conditions ne sont pas réunies, tantôt, écoutez. Lui aussi est devenu juriste aujourd'hui. Bon, moi je ne pense pas que pour parler des questions de son pays, il faut être juriste, mais j'estime tout simplement que lorsqu'on veut s'engager dans un débat comme celui-ci, il faut en avoir au moins les nerfs. À cet effet, la Constitution, elle vous dit, c'est l'article 148, elle vous dit que le président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée en cas d'une crise persistante entre l'Assemblée et le gouvernement. Alors, lorsque vous lisez cette disposition, j'ai suivi tantôt les gens qui vous disent non, il faut qu'il y ait une crise persistante. Et le président ne peut pas dissoudre parce que la crise n'est pas persistante. C'est le premier argumentaire. Les autres disent qu'il n'y a pas de crise. Les autres disent, bon, quand bien même il y aurait crise, pour que le président dissolve, il faut qu'il y ait crise plutôt entre le gouvernement et l'Assemblée. Le gouvernement supposé, Ilunga Ilukamba et l'Assemblée. Oh, c'est pas possible, qui n'est pas possible. Ça n'a pas de sens d'ailleurs. C'est pourquoi je voudrais que les gens qui n'ont pas la culture de beaucoup lire, aillent en droit comparé pour comprendre comment cette histoire-là a fonctionné. Par 2 fois, le Jean de Gaulle a dissous la Constitution en France. A dissous l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale en France. Il n'y a pas eu cette crise entre gouvernement et... Plutôt, il n'y a pas eu cette crise entre gouvernement et Assemblée comme telle. Le Jean de Gaulle, si pour la première fois, bien évidemment, c'était pour faire face à la motion contre le gouvernement qu'il estimait être à même de supporter ces profondes réformes. Pour la deuxième fois, il a estimé tout simplement qu'il devait se donner la marge de manœuvre nécessaire pour gouverner et avoir les possibilités de donner des réponses efficientes aux demandes de son peuple. Et il l'a fait. Jacques Chirac, lui, ne l'a pas fait pour cela. Il l'a fait tout simplement par opportunisme politique. Pour dire, bon, je veux faire parce qu'il faut que j'organise des élections. Comme je projette de grandes réformes, je dois avoir une majorité acquise à moi. Ça n'a pas été une crise comme il veut l'entendre. Il a dissous. C'est là que, je vous dis, Lambert Mende a raison de dire que ce pouvoir, c'est un pouvoir qui revient au chef de l'État de manière discrétionnaire et en sa qualité d'arbitre des conflits interinstitutionnels. Ça ne pose donc pas problème. Alors moi je voudrais qu'on s'arrête un peu pour poursuivre le débat. On parle de la crise, monsieur le professeur. Qui apprécie la crise? Qui apprécie la crise, c'est le chef de l'État. Sur base de quels éléments? Les éléments, j'ai suivi beaucoup de gens du FCC parler de la définition de ce qu'on entend par crise persistante, soit disant qu'il n'y a pas de définition, et ils veulent voir peut-être les casses dans la rue, les coups de poing au sein de l'Assemblée pour dire qu'il y a crise. Non, non, non. Notre législation n'est pas silencieuse sur la question. La législation congolaise a défini ce qu'on entend par crise persistante. Et c'est à l'occasion d'ailleurs d'une circonstance qui n'a pas été celle-ci. Il y avait un gouvernement homogène, c'est-à-dire les institutions étaient homogènes, tout appartenant au FCC. Pendant qu'on a défini cette crise persistante, c'était notamment par la loi 13/008 du 22 juin 2013 qui venait modifier la loi de 2008 sur la libre administration de province, plus précisément son article 28 bis. Dans cette loi, le législateur, dans un contexte, pas certainement celui des institutions nationales, mais un contexte des institutions provinciales, le législateur a ouvert une brèche pour définir ce qu'on entend par crise persistante. Il a donné autant d'alinéas que je ne vais pas répéter ici, mais les éléments qui constituent la crise persistante, selon le législateur dans cette loi, ne sont pas à prendre de manière cumulative. Le législateur les prend de manière alternative. C'est-à-dire que chacun de ces éléments-là peut qualifier la crise persistante. Et l'un des éléments, c'est ce que le législateur écrit à cet article lorsqu'il dit la menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions. La menace
d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions. Pour le législateur, FCC bien sûr, parce que c'était, j'ai dit, des institutions homogènes. Et ils ont dit que lorsqu'il y a menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions, il y a crise persistante. Donc, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. Et les institutions, c'est quoi? Le président de la République en est une. C'est une institution. Lorsqu'il y a menace persistante, lorsqu'il y a menace, mais c'est quoi la menace d'interrompre le fonctionnement de l'institution président de la République, lorsqu'il y a des ordonnances du chef de l'État qui ont été signées en bonne et due forme, contre-signées par un Premier ministre qui, en cette même période, a posé d'autres actes. Parce qu'on prétend parfois dire que le Premier ministre ne pouvait plus signer, ne pouvait plus faire ceci. Non. Pendant cette période, le FCC, par ses ministres interposés, ont nommé des recteurs dans des universités. Non, mais le jour où même on a publié les ordonnances, l'ordonnance de la SONAS est passée. Mais c'est pourquoi je vous dis, dans le même contexte, le FCC, parlons du FCC, dans le même contexte, Yilunga Léo, qui était ministre à l'époque, à intérim du FCC, à l'enseignement supérieur et universitaire, n'a-t-il pas nommé des recteurs à l'université? Un pouvoir qui n'est pas sien par ailleurs, au regard de la législation en vigueur, qui est un pouvoir du président de la République, ou sinon, avec les révisions intervenues, un pouvoir de seul professeur que nous sommes de lire les recteurs. Il a nommé en cette même période, et ces recteurs sont en fonction, sont en train de poser tous les actes de droit et des actes de disposition. Ça signifie que le fait que le président de la République agisse par cette ordonnance contre-signée par le Premier ministre et que ces ordonnances ne sont pas respectées, il y a de l'anarchie, il y a menace d'interrompre le fonctionnement régulier de l'institution président de la République. Ça signifie qu'au finish, la question qu'il faut plutôt se poser, c'est celle de savoir qui est juge d'appréciation de cette menace. C'est le président de la République. Donc, le président est le seul à apprécier la menace, il est le seul à apprécier la crise. C'est le président de la République, je vais y aller. Ceux qui viennent ici parler de cette question en se bornant à la lecture de la Constitution commettent l'erreur. Les actes posés par le président de la République, tout comme par le Premier ministre, répondent plutôt d'une autre branche du droit, le droit administratif, parce qu'ils sont avant tout des actes des autorités administratives. Et à cet état des choses, les actes administratifs ont un régime différent de comportements constitutionnels qui n'ont pas de sanctions claires. Il faut le reconnaître. Parce qu'on vient ici, on va vous dire, bon, constitutionnalisme, tout ça. Il faut interpréter tous ces actes à l'aune d'une autre branche des droits qui a des règles aussi strictes que ça, mais bien éparses, c'est le droit administratif. Lorsque l'article 148 pose ce principe de dissolution de l'Assemblée, pour vous donner des éléments qui prouvent que cet article fait du président le seul juge, les conditions que cet article pose pour que le président dissolve l'Assemblée nationale sont bien claires. Première condition, on vous dit, bon, il faut qu'il y ait crise. C'est le président qui l'a défini. Est-ce qu'il y a crise ou pas? Je vais vous démontrer pourquoi c'est le président qui l'a défini. Deuxième condition, on vous dit que le président doit consulter le Premier ministre, consulter les deux présidents de l'Assemblée. On ne dit pas que le président se concerte, parce que se concerter donnerait probablement lieu à un procès verbal qu'on lirait en public pour dire voici ce que nous avons décidé à l'issue des concertations. On dit le président consulte. Lorsqu'on consulte, on sait quels sont les actes qu'on pose à l'issue d'une consultation. On donne des avis, pas de décisions. Est-ce que ces avis-là sont des avis? Non, ce ne sont pas. Non. C'est des avis d'autorité? Non, ce ne sont pas des avis d'autorité. Ces avis restent bien à la disposition du président et à sa toute discrétion. Qu'il soit négatif, le président peut décider comulguer. Qu'il soit positif, le président peut dire bon, ce n'est pas opportun. Alors, donc vous êtes en train de nous dire ici que la crise, c'est le président seul qui l'identifie, seul qui l'interprète. Pourquoi je vous dis cela? Je vais y arriver. Lorsque la deuxième condition, on vous dit qu'il ne faut pas que ce soit en période exceptionnelle, période d'urgence, période d'état de siège, tout ça. Et la troisième condition, on vous dit qu'il ne faut pas que ce soit en période d'intérim du président. Donc, lorsque le président pas pendant l'année. Voilà, pas avant l'année électorale. Alors, au jour où nous sommes le 23. L'année électorale, c'est le 30 décembre passé.
On pas les 24? Non, non, pas les 24. Ah non, le 30 décembre. Pas le les 30 24. janvier. On Oui. parle des élections législatives. Exactement. C'est-à-dire le 30 janvier et le 30 décembre. C'est après ce jour-là, le président est déjà dans le critère. Ça, c'est une condition déjà tombée. Le président peut dissoudre l'Assemblée. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est ce que nos amis du FCC savent et qu'ils refusent de dire. Parce que les hommes intelligents de ce camp-là, je n'ai pas suivi le professeur Bouchabo parler, je n'ai pas suivi le professeur Mova Lumanou, de gens qui pouvaient dire quelque chose de consistant sur la matière. Ils n'ont pas voulu parler parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas intérêt de brader leur diplôme pour des choses passagères. Et le président, lorsqu'il décide de dissoudre... Même le prof Niambirou n'a pas... Non, ils ne vont pas parler parce que les gens instruits ne vont pas parler. Ils savent que le prestige de leur diplôme dépasse tout ce qu'ils font là de très passagers, je le dis. Je ne verrai pas Évariste Bouchard venir ici te raconter des choses. C'est un homme qui ne sort que lorsque ce qu'il dit a du consistant. Et lorsque le président dissout, c'est ce qu'il faut voir l'après. Il prend une ordonnance de dissolution. Cette ordonnance, c'est un acte administratif. Mais dans la catégorie d'actes administratifs, insusceptible de recours devant n'importe quel juge. On est bien d'accord, mais il y a un problème, monsieur le professeur. Il y a un problème, l'article 148, et selon certains juristes, est prise en charge par l'article 79, si je me trompe, de la même Constitution. Et que cet acte de dissolution, l'ordonnance de dissolution, devrait comporter un contre-seing du Premier ministre. Tantôt, on dit que le président doit consulter le Premier ministre, il ne demande pas la permission. Ouais. Mais comment se fait-il que celui qui demande la permission doit avoir finalement un contre-seing? Est-ce que ce n'est pas un blocage en même temps? D'abord, je voudrais vous dire que l'ordonnance est insusceptible de tout recours en justice. Oui. Parce que ça s'appelle acte de gouvernement. Et c'est une question qui a été bien tranchée par le Conseil d'État français en 1989. Il n'y a plus de débat là-dessus. On n'est plus revenu parce que le juge avait été saisi pour qu'on lui pose la question. Si tu vois le libellé, l'article 12 de la Constitution française, il est le même avec notre article 148. Ça signifie qu'en l'absence d'une jurisprudence confortable, dans un contexte où le Conseil d'État ne venait que d'être installé chez nous, l'inspiration du droit comparé, qui fait office d'ailleurs de principes généraux des droits chez nous ici, peut nous aider suffisamment. Mais le plus important, lorsque vous parlez de l'article 79 de son dernier alinéa, lorsque cet article énumère les actes du président de la République et les modalités de leur publication ou de leur opposabilité. J'ai même la Constitution, je crois qu'on peut lire ensemble cette disposition. D'accord. Je voudrais qu'on élague tout malentendu. Voici ce que cet article dit. L'article 79, vous voulez? Voilà, l'article 79. Alors, je vais les lire, vous allez me corriger. Ouais. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. Ouais. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre. Ouais. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er, 80, 424 et 143, sont contresignées par le Premier ministre. Merci beaucoup. Lorsque vous dites... l'idée que vous voulez ici exprimer, c'est que l'article 148 n'est pas pris en charge par l'article 79 comme faisant partie des ordonnances insusceptibles du contre-seing du Premier ministre. Exactement. Merci beaucoup. Mais lorsque vous lisez cet article, commencez avant, donc l'avant-dernier alinéa, il statue par voie d'ordonnance. Lisez cet article-là de manière combinée avec l'article 72 de la Constitution. L'article 72 de la Constitution. Très bien. Qui confère au Premier ministre le pouvoir réglementaire. 72. Nul ne peut être candidat. Non, 92 plutôt. Voilà. 92 de la Constitution. 92. L'article 92 de la Constitution. 92. Le Premier ministre assure l'exécution de lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve de prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. On s'arrête là. Le Premier ministre, lisez l'alinéa suivant. Il statue par voie de décret. Il nomme par décret délibéré en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires, autres que ceux pourvus par le président de la République. Les actes du Premier ministre sont contresignés, les cas échéants, par les ministres chargés de leur exécution.
le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Ce que vous n'avez pas dit, c'est ça. Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir de prendre des actes administratifs de portée générale. C'est-à-dire que c'est un pouvoir législatif. Et lorsqu'on vous dit à l'article 79 que le président de la République, les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, sont contresignées par le Premier ministre. Il s'agit de quelle ordonnance? Des ordonnances sur base desquelles le président de la République statue, c'est-à-dire agit comme autorité administrative et pose des actes de portée générale. Entre autres, l'ordonnance de dissolution. Non, ce n'est pas une ordonnance réglementaire, celle-là. Ok. Elle ne pose pas un acte de portée générale. Comment ça? Oui, c'est une ordonnance qui résout un problème spontané. Les ordonnances, ici on dit le Premier ministre statue, c'est-à-dire il prend des actes réglementaires qui deviennent des sources de droit, des références de portée générale. Et pour vous en convaincre, vous allez constater que les ordonnances concernées par l'article 79, c'est seulement des ordonnances qui consistent à prendre des actes de portée générale, qui ont caractère d'actes réglementaires. Donc des actes administratifs de portée générale. La preuve, c'est que lorsque vous lisez l'article 81 de la même Constitution, vous verrez que à son dernier alinéa, le constituant originaire, et place encore un autre mot ici, les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre. Je ne sais pas si vous constatez ça. Si. C'est pour vous dire que le constituant a fait une différence nette et claire entre les ordonnances sur base desquelles le président de la République statue, donc il agit comme autorité réglementaire, il pose des actes de portée générale, et des ordonnances de nomination par lesquelles le président de la République pourvoit en fonction des ambassadeurs, des officiers généraux. Et lorsque vous lisez l'article 42, vous verrez que le constituant revient sur la même chose. Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et il conclut par les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre. Ça signifie que si c'était le même type d'ordonnance, toutes auraient été prises en charge par le dernier alinéa de l'article 79. Mais comme c'est différent. C'est des ordonnances différentes. Okay. Les unes légifèrent. Là, le président de la République partage avec le Premier ministre le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir de poser des actes de portée générale. C'est le pouvoir législatif en quelque sorte. Et pourtant, lorsque vous lisez l'ordonnance de l'article 148, fait de cet article un article autonome, parce que cette ordonnance n'est nulle part dans les catégories énumérées à l'article 79, à l'article 81 et à l'article 82. C'est un article autonome et il n'est pas pris en charge par les catégories énumérées ici. Alors là, nous venons de... Et la conséquence logique d'ailleurs par laquelle le juriste averti peut apprécier la validité d'un acte comme celui-ci, c'est que les actes que prend le président de la République, elles sont de plusieurs catégories, comme je vous ai dit là, et que comme acte administratif, c'est des actes qui doivent être conformes à la légalité établie. Et la conformité ne s'apprécie pas à l'aune de l'article 165. La conformité de ces articles s'apprécie par rapport au fait que c'est des actes administratifs pris par le président de la République et qui peuvent offenser les droits des tiers ou empiéter à la légalité, aux lois existantes. Ce n'est plus du domaine du droit constitutionnel. Ça, il faut que Mme Mabunda la prenne. Et elle s'est perdue selon vous. C'est du droit administratif cette fois-là. Et que lorsque le président de la République prend ce genre d'acte, il n'y a que cette possibilité. Pas seul d'aller les déférer devant Mme Mabunda comme assemblée pour qu'il accuse le président, mais celle de recourir et ensuite de les attaquer, de les entreprendre en justice devant le juge administratif. Et pourtant, dans cet état de cause, une ordonnance dissolvant l'Assemblée nationale n'est pas un acte susceptible de ce recours administratif. Donc parce que c'est un acte de gouvernement. S'il le fait déjà, c'est fini. C'est un acte de gouvernement, c'est comme ça que ça s'appelle, Mme Mabunda devrait le savoir. Okay. C'est un acte de gouvernement, c'est-à-dire lorsque le président de la République prend la décision de révocation d'un ambassadeur, par exemple, la décision de nomination d'un ambassadeur ou la décision de
de ne pas soumettre une loi à l'Assemblée ou la décision de dissoudre l'Assemblée, on les appelle les actes de gouvernement. C'est ça que moi j'ai appris du professeur Vunda au Tepemako. Très bien. On les appelle les actes de gouvernement. Poursuivez. Et ces actes de gouvernement, le juge administratif, lorsqu'il a été saisi de ces actes ou contre ces actes en France, il a dit lui-même qu'il n'avait même pas la capacité de déchausser, un peu à la manière de Jean-Baptiste. Je ne suis pas compétent de connaître d'un acte de gouvernement, d'un acte du chef de l'État, agissant comme arbitre de conflits interinstitutionnels. Et le juge avait tout simplement dit que pas seulement moi, le Conseil d'État, mais tout autre juge n'a pas qualité de connaître de cet acte. Lorsque le président pose cet acte, pour autant qu'il n'y a pas de juge. Bon, Mme Mabunda voudrait faire quoi? Elle va prendre l'armée pour venir attaquer le président de la République. Alors, la grande question, c'est là, revenons sur l'article 165. Je voudrais y arriver, avant d'y arriver. Oui, le contre-saint du Premier ministre dont on parle ici. Le contre-saint, Christian, moi, je n'ai pas besoin de parler de gens ici comme si je parlais à mes élèves. Nous avons étudié. La valeur du contre-saint même, c'est quoi? C'est un acte de responsabilité. Pourquoi le Premier ministre contresigne les ordonnances du président de la République? C'est parce que c'est des ordonnances qui portent sur les matières susceptibles d'être examinées par le Parlement. Et que comme le président de la République, dans un régime de séparation, de collaboration, quoi que l'on peut dire des pouvoirs, le président de la République ne devant pas répondre devant l'Assemblée, le Premier ministre va répondre, c'est en son nom. D'ailleurs, la coutume constitutionnelle congolaise nous apporte énormément d'éclaircissements là-dessus. Dans notre première constitution, la loi fondamentale, on parlait du contre-saint, du ministre responsable, du ministre qui seul s'en rendait responsable. Ça signifie que celui qui contresigne un acte de l'autorité du président de la République ou du Premier ministre, un ministre par exemple, il contresigne et cet acte, pour son volet responsabilité politique devant l'Assemblée, cesse d'être un acte du président de la République. Celui qui l'a contresigné en devient seul responsable. Et c'est cette responsabilité-là qui fonde le contre-saint. C'est un acte de responsabilité. Alors, mais comment vous allez contresigner un document qui règle, une ordonnance qui règle un conflit interinstitutionnel, alors même qu'elle n'est pas susceptible d'examen devant l'Assemblée? Vous contresignez pour quel intérêt? Mais est-ce qu'il y a contre-saint ou pas? Il n'y a pas contre-saint. Alors pourquoi ceux qui disent qu'il y a contre-saint, en fait, ils l'épuisent où? J'ai dit qu'ils sont perdus. Ils ont confondu, ils n'ont pas bien lu la Constitution. Alors, ils ont confondu l'article 79 parle des ordonnances devant être contresignées. Oui. Elle parle des ordonnances du président de la République agissant comme autorité administrative qui prend des actes de portée générale, donc qui légifère. Oh, d'accord. Et pourtant, cette ordonnance n'est pas concernée, elle n'est pas dans toutes les catégories visées. Très bien. Alors, monsieur elle n'est pas là. Et lorsqu'on va à l'article 165... Je voulais qu'on évolue sur l'article 165. Oui, il y a des questions. Madame Janine Mabunda, j'ai dit que c'est une dame brave, j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une dame érudite, comme je l'ai dit. Et là, lorsque j'ai suivi son CV, il était bien évidemment impressionnant, un peu comme le mien. J'ai beaucoup de diplômes comme elle. C'était un CV impressionnant. Bon, est-ce que vous savez que lorsque la politique entre par la porte, c'est pas la petite fenêtre que la science s'évade. Elle dit que, en fait, ce qu'elle voudrait dire, il faut qu'on le dise de manière claire pour que notre peuple comprenne, c'est que si le président tente de dissoudre l'Assemblée, on va le destituer. Il aura violé la Constitution et donc nous on va le destituer. Pour haute trahison. Madame Janine devrait me regarder. J'ai dit que les actes du président de la République sont des actes administratifs. Lorsqu'ils entrent dans la catégorie d'actes réglementaires pourvus au Premier ministre. Et la Constitution elle-même sépare. Elle dit que le Premier ministre il est détenteur du pouvoir réglementaire, sauf dans les cas où la Constitution a dévolu ses pouvoirs au président de la République. Et les actes du Premier ministre comme actes réglementaires, est-ce qu'ils sont de la compétence de l'Assemblée? Ce sont des actes de disposition générale. C'est des actes tels que lorsqu'ils ont lésé un individu, on peut demander au Premier ministre de les retirer. Tout comme lorsqu'il ne les retire pas, on appelle ça action de l'administration mal informée à l'administration bien informée. Donc, on donne la possibilité à toute personne, à toute institution,
qui seraient lésés par cet acte administratif, de demander au Premier ministre de retirer cet acte. Et s'il ne le retire pas, il y a possibilité que la personne lésée recourt devant le juge administratif. Ce n'est pas pour rien que la majorité présidentielle de Mme Janine Mabunda a pu installer les juridictions d'ordre administratif. C'était pour que elle, Mme Mabunda, se substitue plutôt au juge Vundowe lorsqu'il y a des actes administratifs irréguliers d'une autorité administrative, qu'elle en soit juge pour destituer. Encore que, au plan politique, il faut y aller vite. Je vous amène sur un autre terrain, monsieur le professeur, parce qu'il faut qu'on évolue. La question fondamentale, c'est sur la destitution. Pensez-vous vraiment aujourd'hui, juridiquement, Mme Mabunda a tort? Est-ce que l'Assemblée nationale ne peut-elle pas destituer le président? Non. Oui, dans quelles conditions? L'Assemblée nationale ne destitue pas le président. Ou le mettre en accusation. Voilà. Il faut dire qu'il y a une longue procédure. Hein. Oui. Le jour qu'on y arrivera, Mme Janine comprendra, ce n'est pas si facile que cela. Parce que pour mettre... La mise en accusation par l'Assemblée nationale du président de la République n'est qu'un acte de dénonciation. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ce n'est pas un acte de citation. Le président de la République reste bien un privilégié des juridictions. C'est-à-dire qu'elle dénoncerait, le parquet va instruire. Encore qu'il faut qu'on établisse dans cette hypothèse que les infractions constitutionnelles visées pour que cet acte ait lieu ont existé. Entre autres, ces infractions... La haute trahison? Oui, non. C'est seulement l'infraction de haute trahison. Mais cette infraction de haute trahison, le délit d'initié, vous allez voir que dans l'infraction de haute trahison, on résume les faits. Quels sont les faits de haute trahison que le président de la République peut commettre? Violation intentionnelle ou violation grave et caractérisée des droits de l'homme, violation intentionnelle de la Constitution. Je m'arrête un peu là. Le fait pour le président de la République de prendre un acte, je dis bien un acte administratif, de le prendre alors que cet acte est susceptible d'un recours devant le juge administratif, c'est une violation intentionnelle de la Constitution. Alors c'est là que les gens disent non, ce n'est pas une violation de la Constitution. Ce n'est pas une violation intentionnelle de la Constitution parce que l'acte lui-même, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? Le président ne peut violer intentionnellement la Constitution que par des comportements, pas par des actes. Les actes, c'est des textes, c'est des actes de droit. Lorsque le président signe une ordonnance, si cette ordonnance est contraire à la légalité établie, mais la loi nous offre les possibilités de le ramener à la raison. Alors, je dis bien par un recours préalable, il faut amener le président de la République dans cette procédure qu'on appelle... Mais sur quoi se fonde Mme Mabunda sur l'article 165? Elle est perdue. Madame a perdu des pédales. Elle a perdu des pédales. Je dis bien si le président de la République prend une ordonnance et que cette ordonnance est prise en violation de la légalité établie, l'ordonnance du président... Le président de la République... Ces ordonnances restent des actes administratifs. Ce ne sont pas des actes constitutionnels. On est à 38 pour que ça soit susceptible de faire l'objet de l'examen devant Mme Janine Mabunda. Lorsque le président prendra une ordonnance, si cette ordonnance est prise en violation manifeste de la loi ou de manière qui conduit à ce que l'on parle d'excès de pouvoir, ces ordonnances sont déférables devant le juge, pas devant Mme Mabunda. Très bien. Et elle ne peut pas donc s'élever pendant ce moment que le juge est saisi pour apprécier la légalité ou de la conformité des ordonnances du président à la légalité établie, elle va ouvrir son bureau là-bas, alors qu'elle est déjà dissoute. Hein. Très bien. Elle va ouvrir son bureau. Elle est déjà dissoute. Pendant ce temps, j'apprends, Mme Janine, que la police sera là pour protéger le patrimoine de l'Assemblée, parce que les députés sont renvoyés devant le peuple. Alors si c'est ça le scénario, je me dis, mais ça va être grave finalement. Ça ne sera pas grave, la police fera son rôle. Voilà le scénario. Et quand le président destitue l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que le patrimoine de l'Assemblée est protégé d'abord. Les députés sont où? À la maison. Les députés sont renvoyés devant le peuple. La dissolution, ça s'appelle, le président renvoie les députés devant le peuple pour que le peuple définisse clairement si leur comportement était ce qu'il attendait d'eux pendant qu'ils étaient là. Bien, maintenant, lorsqu'il y a un juge pour faire une lecture, je dis que l'acte là est insusceptible de toute interprétation et de toute analyse judiciaire. Donc on va attendre 60 jours. Je dis que lorsque le président a dissous, c'est fini, c'est la fin des choses. On fait appel à la CENI pour lui donner l'instruction d'organiser les élections. Il n'y a pas de juge à prendre. Les juges, ça veut dire quoi?
Si vous saisissez Vundwa Tepemako pour lui dire le président a dissous en violation de la loi à l'Assemblée, Vundwa va vous dire cet acte, moi Vundwa, c'est comme Jean-Baptiste, je ne suis pas capable d'y toucher. Comme le Conseil constitutionnel français l'a dit en 1989, pas une seule fois, hein. Déjà en 1800 quelque chose, le Conseil d'État avait dit. Il est revenu là autant de fois. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat dans des régimes comme le nôtre. Très bien, alors. Si le président dissout, Madame Janine n'aura pas une seule minute pour appeler les gens pour dire venez. Cette fois-là, c'est elle qui sera plutôt arrêtée pour rébellion parce que lorsque le président dissout l'Assemblée, les députés, le bureau de l'Assemblée qui protège l'Assemblée, ils sont dissous. La police prend place. Aucun député ne pourra rentrer à l'Assemblée. Mais il va faire quoi? Parce qu'on l'a renvoyé au peuple, il n'a qu'à expliquer au peuple si ce qu'il faisait était raisonnable pour que le peuple le renvoie ici. Alors, je vais regarder mon heure. Ah, il ne reste plus beaucoup de temps. Monsieur le professeur, on se regarde dans les yeux, on se dit une chose. Ouais. Et si l'Assemblée venait d'être dissoute, qu'est-ce qui arriverait? Parce qu'aujourd'hui, les élections. Oui, les élections. Est-ce que vous allez remporter les élections? Est-ce que l'UDPS est suffisamment préparé pour ça? Quand on voit les désordres qu'il y a dans l'UDPS, on ne sait pas. On dit aujourd'hui l'UDPS est un bien sans maître. Il n'a pas de maître, il n'a pas de... Alors finalement, vous faites quoi? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez remporter les élections? Ça c'est une préoccupation et c'est interne. D'abord, je voudrais dire que lorsqu'on dissout l'Assemblée, j'ai encore entendu une objection politique. Non, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas ceci. Mais Madame Janine oublie une chose. On parle de dissolution de l'Assemblée par le président de la République. Et elle dit non, pourquoi elle veut dissoudre l'Assemblée alors que moi, Mabunda et mon gouvernement, nous ne gérons pas bien le pays. Le dollar est déjà à 20. Vous voyez un peu ce qu'elle dit. Mais pourquoi le président de la République veut dissoudre l'Assemblée alors que moi, Mabunda et mon gouvernement de Ilunga, nous ne gérons pas bien le pays. Il y a des morts dans l'Est, il y a des rébellions, il y a ceci. Tout ce qu'elle a évoqué là, c'est des raisons qui devraient fonder le président à dissoudre l'Assemblée. L'impasse qu'elle-même a soulevée devant le peuple, elle devrait avoir honte de le dire. J'aurais passé une année, moi, Mabunda, sans contrôle parlementaire. Elle dénonce une corruption à outrance. Des entreprises sous son contrôle, du gouvernement sous son contrôle à elle. Elle dit que non, moi j'ai fait une année, je n'ai pas contrôlé, alors pourquoi le président de la République veut dissoudre l'Assemblée? Elle n'a pas dit que ça, elle a dit aussi c'est un manque de courage. Elle a dit aussi c'est un manque d'audace pour une dame que ils ont investi le gouvernement. Et la corruption qu'elle dénonce. Et la corruption qu'elle dénonce. Oui. Et la mauvaise gestion des entreprises qu'elle dénonce. Et l'insécurité. Et le déguerpissement de nos étudiants. Encore que cette fois-ci, il y a eu l'arbitrage du président de la République. On les a déguerpis, on ne les a pas tués comme du gibier. Comme ce fut le cas à l'époque de Mme Mabunda et de son chef. Oui, parce qu'à leur époque, on n'a jamais chassé les étudiants. À leur époque, mais qui vous dit ça? C'est souvent on tirait comme dans un parc animal. En 2001, Kabila, à peine il est arrivé au pouvoir, on a descendu 15 sur ce campus-là. Et chaque année, dans les manifestations des étudiants, on en descend 7, 8. Et on tire, à leur époque, on tirait sur ce campus comme dans un parc d'animal. Elle regrette sûrement qu'il n'y ait pas eu de morts, comme ils en ont l'habitude, parce que cette fois-ci, l'arbitrage du président a permis que ces jeunes gens soient déguerpis pour que les conditions soient améliorées afin qu'ils étudient comme les humains. Donc, ça c'est pour te dire, lorsqu'on dissout, gagner les élections, c'est une autre affaire. Moi, je crois que ce que nous faisons, les préparatifs à l'UDPS, le désordre il est évident, moi je ne peux pas le nier. Nous avons un problème qui est le nôtre à l'interne, un problème de légalité, un problème de légitimité, un problème de capacité à administrer le parti après que le leadership combien fort et étouffant du président de la République, Félix Tshisekedi, se soit mis à l'écart. Ça a été, et c'est encore difficile, mais je ne trouve pas que ça justifie nos craintes à voir des gens qui torpillent l'État, continuent à le faire. Nous sommes en mesure de dissoudre l'Assemblée et à l'interne, nous savons comment nous allons nous organiser. Voilà, professeur, sans aller à gauche et à droite. Est-ce que vous pensez que les bonnes têtes seront recrutées à l'UDPS pour aller aux élections? Quand on sait que le président vous a donné l'opportunité de lui proposer des conseillers, vous avez vu ce que vous avez proposé. Aujourd'hui, êtes-vous fier, l'UDPS? Est-ce que vous êtes fier d'un an de mandature du président dans ces conditions-là? Êtes-vous fier de ce qui est aujourd'hui? On ne sait pas qui gère le parti aujourd'hui. Le parti est géré par 2, 3, 4 personnes. On ne comprend plus rien. Tantôt c'est le secrétaire général, tantôt c'est le président de l'Assemblée, le premier vice-président.
finalement, on se pose la question, est-ce que vous avez même la mémoire, le combat d'Étienne Tshisekedi dans le parti? Non, moi, je n'ai pas d'opinion à émettre sur le cabinet du président. Le cabinet, il est au service du président de la République. Et je n'ai pas suivi un seul jour que le président nous dise qu'il n'est pas satisfait de son cabinet. Par contre, il nous a rappelé qu'il était satisfait de travaux, des services que lui rendait son cabinet. Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus pendant que le président de la République lui-même ne s'est pas encore prononcé sur la question. Je dis bien, la gestion de l'UDPS ne nous empêcherait pas, nous ne serons pas empêchés de gagner les élections parce que beaucoup de choses qui ont permis à nos amis là de se construire cette majorité auront évolué. Et je vous assure que si même nous allons à ces élections-là demain, l'UDPS les gagnerait volontiers. Comment vous allez gagner? Vous n'avez pas l'Équateur avec vous, vous n'avez pas le Katanga avec vous, vous n'avez pas le Kivu avec vous, vous êtes en train de perdre le Bandundu, vous êtes en train de perdre le Bas-Congo. Quels sont les indicateurs qui vous font dire ça? Mais regardez les provinces, comment elles sont administrées pour vous rendre compte. Non, mais posons des questions sur les députés provinciaux dans ces pays, dans ces provinces. Les provinces sont administrées parce qu'elles sont une émanation de la composition actuelle des assemblées provinciales. Oui. Donc même si vous dissolvez l'Assemblée... Et qui vous dit que les assemblées provinciales, on ne les dissout pas? Oui, mais finalement, vous n'allez pas quand même tout dissoudre. Vous pas non, j'ai dit qui vous dit qu'on ne les dissout pas? Si vous en avez le pouvoir. C'est pour vous dire que moi, j'imagine, le sens responsable de nos amis du FCC serait celui de serrer la main tendue du président de la République pour le grand bonheur de ce peuple. Oui, là, je les invite à la raison. Je vous reviens sur je vais à votre question, bien sûr. Restons dans l'UDPS. Je vais à votre question. L'UDPS ne fait pas ce que le PPRD a fait. Je vais à votre question. Oui. Le sens responsable, c'était de serrer la main tendue du président de la République. S'ils disent qu'il n'y a pas de crise, je vous ai dit qu'il y a crise, qu'ils prennent du temps. Le président n'a pas dit qu'il va dissoudre l'Assemblée, je vois qu'il panique. Qu'il laisse les ordonnances du président de la République sur la GCAMI et la SNCC être appliquées parce que le président leur a fait savoir qu'il ne reviendra pas sur cela. Ils disent qu'il n'y a pas de crise persistante, mais ça fait plus de 6 mois qu'ils refusent d'exécuter les ordonnances du président. Encore une fois de plus, vous savez que tout ce qu'ils font là, c'est parce que c'est ce qu'il dit. Je vous ai dit que les ordonnances du président de la République sont des actes administratifs et leur application doit se faire sans tergiversation. Mais le Condor a frappé aussi fort. Le Condor a frappé très fort le président. Il a dit que le président était imprudent en allant donner un discours à l'extérieur. Je vais répondre ces termes. Il dit il est des pratiques de la politique qui certaines choses de l'intérieur du pays ne doivent pas être dites. De quelles pratiques? Il n'a pas précisé. Jinping, lui, n'a pas parlé du Tibet en France. George Bush, il a annoncé la guerre contre l'Irak aux Açores en Portugal. Et que lui, il veut nous apprendre quelles pratiques. Et les pratiques, il les tire d'où? Et puis il dit encore... C'est l'occasion pour le chef de l'État de parler de son pays. C'est lui le chef de l'État. C'est à lui que le peuple congolais a confié cette res publica pendant 5 ans. Les données de nationalité. Les manières de s'exprimer. En fait, tu avais voulu qu'on parle aussi de nationalité au Nyamuleng. Mais les Nyamuleng, la nationalité, nous la leur avons donnée à Sun City. C'est de Sun City qu'Azaria Soubé est venu ici vice-président. Et en même temps, Moïse Nyarugabou n'a pas été élu sénateur à l'Est. Il a été élu sénateur ici à Kinshasa par les députés de l'Équateur, du Congo central, du Bandundu et du Kasaï. Ce n'était pas des Kivusiens, des Nyamulens qui ont voté Moïse Nyarugabou député ici. S'ils avaient une seule idée de croire qu'il était un étranger, pourquoi l'ont-ils voté? Je crois que les gens doivent s'assumer. C'est ce qu'il dit. À cette nature, cette hypocrisie idiote doit nous abandonner désormais pour que ce pays avance. Qu'est-ce qu'il a dit de neuf à propos de Banyamuleng? Que le FCC ignore. Oui, mais les 70 généraux Banyamuleng que nous avons dans cette armée, c'est Tshisekedi qui les a nommés. Ou c'est Mobutu qui les avait laissés? C'est le FCC qui les a nommés. Les chefs d'entreprise auxquels le FCC tient mordicus, c'est Tshisekedi qui les a nommés. Donc il faut que les gens redescendent sur terre. Moi, je les invite à plus de conscience. Comme ils ont compris aujourd'hui que Tshisekedi peut dissoudre l'Assemblée et que visiblement, ils ont peur de le voir dissoudre l'Assemblée, qu'ils se disciplinent. Qu'ils se disciplinent parce que l'erreur que commettent nos compatriotes, c'est de croire que l'armée ici sera l'arbitre de ce conflit-là. L'armée ici, ce n'est pas l'armée là qu'ils connaissent. Ce n'est pas cette section du PPRD qu'ils ont gérée pendant 18 ans.
C'est une armée républicaine, ils n'ont qu'à voir que ça a changé. On a fini cette émission. Merci beaucoup, monsieur le professeur Tshilumbai. Mais une question m'est taraude de l'esprit. Je ne saurais pas vous laisser partir sans cette question. Je la repose encore avec toutes sortes de, je dirais, d'être sérieux que je suis. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si on arrive à dissoudre l'Assemblée nationale, est-ce que l'UDPS pourra-t-elle fédérer pour se donner plus de 250 députés plus 1? Est-ce que vous allez compter sur l'UNC qui vous joue déjà un sale tour? Est-ce que vous allez compter sur le MLC, sur la Mouka? Sur qui vous vous fondez exactement pour avoir la majorité de 250 députés plus 1 à l'Assemblée nationale? D'abord, je veux dire que le président n'a pas dit qu'il dissout l'Assemblée. Ça, c'est un. De deux, s'il dissout, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'efforts à l'interne au sein du parti pour remettre déjà que vous-même, les responsables de CEP, vous n'êtes même pas autorisés. Je dirais, vous n'avez pas le droit de citer là-bas. J'ai vu le Chabani, M. Chabani. Qui vous a dit ça? Ben, ça se voit. En fait, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de cacher. Je vous citerai les noms. Vous, le professeur Mbatal, le professeur Tshilumba, et le professeur. Il y a beaucoup de profs. On a encore l'impression que c'est une chasse aux professeurs là-bas, quoi. Non, la CEP, elle fait son travail. Nous sommes sur un projet gigantesque de préparation des élections locales, mais je vous assure que de grands efforts au niveau interne sont en train d'être entrepris pour que le parti revienne sur les rails qui soient gérés conformément à nos statuts. Vous êtes en bon terme avec Kaboul? Conformément à la loi qui régit les partis politiques. Êtes-vous en bon terme avec Nous sommes en bon terme. Les divergences politiques ou les divergences en ce qui concerne la gestion, la mégestion de la chose commune ne signifie pas que l'on ait des problèmes interpersonnels ou des problèmes biologiques. Et avec M. Kabouya? Nous n'avons pas de problème. Augustin Kabouya, c'est... Ah, lui au moins vous le citez, mais pas le premier vice-président. Non, je l'ai cité. J'ai cité Jean-Marc Kaboun. Ah, d'accord. C'est un collègue, c'est des amis du combat, je les ai cités. Donc il n'y a pas de problème. Seulement que nos divergences sur la gestion de la chose commune ne doivent pas correspondre à des divergences biologiques ou interpersonnelles. Et que je vous dis que les efforts sont en place, y compris ceux du président de la République lui-même, pour que la machine IDPS redevienne ce que Etienne Tshisekedi a voulu qu'elle soit. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous avez certainement compris qu'on a débordé du temps de cette émission, mais c'était quand même important de parler de la destitution vs dissolution, la mise en accusation par-ci. Et aujourd'hui, on a appris que les actes du président de la République sont d'abord de nature administrative et que ceux qu'ils confondent généralement aux actes du gouvernement, ils ont quand même eu la leçon ici aujourd'hui. Mais en même temps, l'UDPS est prête à aller aux élections si jamais il y a dissolution. Mais le professeur a bien rappelé que le président ne pense même pas à la dissolution. Mais si Mme Mabunda revient encore une fois sur la question de la crise, eh bien le président sera obligé. Moi j'ai aimé une chose, on va demander à la police de protéger le patrimoine du Parlement. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup. C'en est fini, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, qu'à la peur que dans l'esprit et que Dieu bénisse les RDC.